is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, le président d'Alira, et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Aujourd'hui, en plus de nos deux chroniqueurs habituels, Daniel et Ben, je ne sais pas si on vous présente encore, peut-être en un mot, Daniel et Ben. Oui, je suis à la direction pédagogique d'Alira et lors de mes heures perdues, je suis auteur. Et je vais céder la parole à Ben. Écoutez, bonjour à tous, formateur en développement blockchain, voilà. Et notamment spécialisé Faire sur les court. NFT, ce qui va faire écho avec une partie des sujets de la journée. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux invités, Elisa et Alex. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques instants, Elisa et Alex? Elisa, peut-être pour commencer. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci de nous recevoir. Déjà, ça fait plaisir de vous revoir parce que je commencerai par dire que je suis quand même une ancienne élève à l'IRA Promo Rostem. Donc, c'est quand même en partie grâce à vous aussi que je me retrouve aujourd'hui à diriger la production événementielle de la NFT Factory. Trop bien. Voilà, en Donc, direct. ok, génial. Donc, c'est toi qui es responsable de toute la programmation de NFT Factory, c'est ça? Alors, programmation, non, mais en tout cas de la production, c'est-à-dire que toute la production des événements et la mise en place aussi de tout ce qui se passe ici en termes de logistique et d'accueil du public et tout. Donc, Ok, trop bien. vaste programme. Génial. On va en savoir plus dans quelques instants. Et toi, Alex, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Donc Alexandrea, je suis aussi un ancien d'Alira, j'étais dans la promo Ropsten, dans le programme chef de projet blockchain, si je me souviens bien. Oui. Et depuis, j'ai intégré Realty il y a 2 ans en tant que chef de projet. Donc moi, mes activités, ça va être le suivi de ce que peuvent faire nos développeurs sur les différents projets blockchain, vérifier les informations, tester, comparer avec les versions précédentes. Aussi gérer des projets externes à Realty qui sont toujours en lien avec la blockchain. Faire également des actions opérationnelles sur la blockchain parce que nos tokens doivent être livrés, récupérés. On doit aussi livrer les loyers toutes les semaines, etc. En un mot, tu peux nous dire ce que c'est que Realty? On en parlera un peu plus juste après, mais pardon. en un mot, tu peux nous dire ce que c'est Realty? Je suis pas sûr que tout le monde sache. Enfin, beaucoup de gens savent ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde. Donc oui, pardon. Realty, c'est une société qui fait de la tokenisation immobilière. Concrètement, on fractionnalise des sociétés qui possèdent des biens. On a démarré cette activité-là aux États-Unis en 2019.
Donc, on fractionnalise et en fait, quand on parle de tokenisation, c'est la représentation de ces fractions sur la blockchain. Donc, un bien est divisé en un certain nombre de parts. En général, une part équivaut à $50. Et toute personne qui possède une part ou des parts d'un bien perçoit chaque semaine le loyer correspondant à sa part dans le bien. Ok, génial. Bon, on va découvrir ça plus en détail dans la deuxième partie des chroniques d'Alira. Pour la première partie, je voudrais qu'on fasse un focus sur le marché des NFT, sur qu'est-ce qui se passe sur les NFT en ce moment. C'est pour ça qu'on a invité Elisa, puisqu'on entend beaucoup de nouvelles absolument dramatiques. J'entends dans l'oreillette que les singes se vendraient pour une poignée d'Ether, alors qu'avant, c'était un prix qui était extraordinaire. Moi, j'en ai racheté 6 depuis. Hein. J'entends dans mon oreillette que des collections ne trouveraient pas preneur. Alors, est-ce que le marché des NFT est complètement sinistré, Elisa? Est-ce qu'il faut abandonner tous nos NFT, tout vendre ou qu'est-ce qui se passe finalement dans ce marché? Alors oui, déjà il faut pas s'affoler et prendre des décisions. Oui, il faut. L'idée c'est que nous on voit sur du long terme forcément, parce qu'on est un lieu en plus qui accueille le public, qui organise des expositions et comment dire, et des rencontres, des meet-up. Donc on a une vision différente, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens, on les écoute, on propose aussi une programmation culturelle qui est telle que voilà, on est en plein milieu du marché de l'art, donc on ne fait pas un focus sur effectivement certaines collections ou certains artistes. Donc c'est vraiment, voilà, on a un autre processus d'accès à l'art, et donc forcément on peut pas dire que ce certificat est mort et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est comme dans un marché de l'art classique, c'est-à-dire bien évidemment, il y a des collections, il y a des artistes qui sont entre guillemets laissés de côté, mais en revanche, il y a une réelle histoire de l'art qui s'écrit, et ça, on en est les premiers témoins, et c'est en ça que c'est passionnant. Donc non, si ça répond à sa question, non, c'est pas mort, et on a surtout un dézoom de la situation. Ok, trop bien. J'ai vu, Ben, t'as bossé un peu le sujet. Je crois que tu as quelques news de bonnes nouvelles, des risques d'être optimiste. Yes, en effet, il y a déjà le musée d'Orsay. C'est quand même ce musée du 7e arrondissement de Paris qui possède la plus importante collection de peintures impressionnistes et post-impressionnistes au monde, hein, et qui est le 10e musée le plus visité au monde qui s'est lancé dans les NFT. La petite histoire, c'est qu'en 2020, il y a eu le Covid. Et en 2021, ils voulaient nouveau ramener un peu les gens dans les musées et aussi cibler les jeunes. Donc, après 2 ans ici de travail, on y est. Le musée d'Orsay a annoncé un partenariat de 1 an avec la fondation Tezos. Donc, au niveau de qui travaille sur le projet, on a la start-up Keru. Donc, il s'agit d'une start-up dont le slogan est vos premiers souvenirs digitaux. Donc là, on commence un peu à comprendre ce qu'il va se passer. En gros, l'objectif, c'est qu'à l'occasion de l'exposition de Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers, il y aura 2 NFT. Donc, un à 10 000 exemplaires à environ 9 € pièce, et un autre à 2300 exemplaires à 20 € pièce. Donc, ce que j'aime beaucoup après aussi dans ce projet, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Il y aura aussi des conférences et des programmes éducatifs toute l'année, pas que pendant 1 mois ou 1 semaine, afin de faire connaître le Web3. Donc, à ce niveau-là, je voulais remercier Christophe Leribaud. C'est le directeur du musée d'Orsay pour cette belle prise de position qui permet de faire rayonner le Web3 en France et aussi dans le monde. Donc ça, c'est au niveau du musée d'Orsay. Ensuite, on a aussi La Poste qui lance ses timbres. Alors, je voulais aller sur le site de La Poste pour me renseigner un peu, mais il est down. Ça arrive assez souvent, mais voilà. Mais bon, il faut savoir que c'est pas la première fois que La Poste joue avec les NFT. Elle avait déjà lancé une collection de NFT sur Binance qui représentait les personnes croisées lors des tournées des postières et postiers, et les bénéfices ont été reversés à la Croix-Rouge. Donc une très très belle action, je tiens à le préciser, merci à eux. Donc maintenant, c'est un peu différent. La Poste lance ses timbres NFT au prix de 8 €.
il y aura 100 000 timbres à 8 € du coup. Mais du Pour coup, ça veut dire cela, que ouais, c'est des timbres avec lesquels tu peux envoyer du courrier? c'est ça, c'est à la fois physique et c'est rattaché du coup à la blockchain hein, pour avoir la preuve de propriété, etc. Moi, je pense que c'est plutôt destiné aussi aux collectionneurs, si tu veux. Parce qu'on a vraiment un paiement qui est pas en crypto, tout le monde peut y accéder. Madame Ouais, Michu, peut se connecter sur le site, nftimbre.com et elle aura son wallet numérique, sur ce site. trop OK, bien. donc on imagine déjà aussi, enfin ils imaginent, des prochaines collections de timbres, raccordés, aux NFT du coup, il faut savoir que, pour le moment, en un mois, il y a eu, 25 000 timbres qui ont déjà été vendus, donc c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Hyper stylé, Après, vraiment cool. stylé, mais le côté négatif, si je peux le préciser, c'est que malheureusement, les données des NFT sont conservées dans des serveurs propres au groupe La Poste. Donc à ce niveau-là, on a une centralisation extrême. Voilà, c'est un peu le côté négatif de ce projet pour moi. Ok, Voilà. bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir des acteurs institutionnels qui s'emparent du sujet, que ce soit le Ouais. musée d'Orsay ou la Poste, ça montre que, en fait, que la techno est utile et sert à des vraies institutions, quoi. Comment tu Ouais. vois le futur de ce secteur, Elisa, du point de vue UT? Mais alors, ce qui est vrai que ce genre d'initiative nous aide énormément parce que déjà, alors, c'est vrai que la Poste a toujours eu un positionnement sur l'innovation et sur la présence sur le terrain. Donc, ça ne m'étonne pas que ça soit dans la grande lignée de leur évolution. Et d'un point de vue purement pratique, c'est de la philatélie digitale, en fait. Donc, c'était pratiquement une évidence qu'il fallait passer ça, en fait, pour collectionner. Donc voilà. Et nous, c'est vrai que pour le public, ils arrivent déjà quand ils viennent nous voir et qui forcément ils entendent ce type de nouvelles, ça leur fait un point d'accroche pour commencer à discuter avec nous. Donc nous, c'est très important qu'il y ait ces actions-là parce que souvent ils viennent, mais ils n'osent pas commencer à poser certaines questions. Et là, ça leur donne un vrai support pratiquement, enfin en tout cas très accessible. Donc ça, c'est formidable pour nous. Ça nous fait un vecteur de dialogue et ça, c'est hyper important dans un lieu physique comme la NFT Factory, Ok. entre autres. Donc ça, et pour le musée d'Orsay, alors nous c'est vrai que c'est des institutions avec lesquelles on parle, comme on a eu un dialogue avec Beaubourg dernièrement avec la dernière acquisition. En février, ils ont fait l'acquisition justement d'une collection authentifiée par des NFT. Donc ça, c'est très important que ces institutions-là, effectivement, commencent. Alors même si c'est une autre approche, que là, je crois que pour Orsay, on est dans du souvenir digital, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait, c'est à l'issue de la visite, on repart avec quelque chose, n'est-ce pas? En plus, c'est tout un symbole que ça soit Van Gogh, parce que il semblerait que nous, dans la culture populaire, Van Gogh, c'est l'artiste qui n'a pas été connu de son vivant. Et c'est vrai que dans les NFT, je pense que l'artiste digital, si justement il se lance grâce à ce certificat, c'est que justement il veut être reconnu de son vivant. Donc voilà, c'est toute une symbolique et donc forcément, on y est sensible. Et à chaque fois qu'elle passe par le public, il faut qu'on récupère ça. Ouais, ça, c'est important. Ok, trop bien, trop bien. T'as des collections un peu emblématiques qui sont rentrées ou qui sont exposées. Là, c'est quoi les prochains, le planning événementiel Notre, de la Factory ah oui, parce qu'on a une double, voire triple programmation. C'est que donc à la Factory, il y a une programmation culturelle, c'est-à-dire qu'on a on a un turnover d'exposition pratiquement toutes les semaines ou tous les 15 jours. Là, on a justement, là, je suis c'est pas un fond d'écran, hein, je suis vraiment dans la C'est pas un Factory. fond vert, c'est Donc voilà, c'est pas un fond vert, non, on est vraiment dans la Factory. Donc voilà, et je suis au cœur de l'exposition de Kevin Abosch qui commence là aujourd'hui. On a le vernissage ce soir et donc c'est un artiste qui justement a utilisé toute la culture du hack. Donc c'est tout un symbole et qu'il a décliné sur différents supports, toujours numériques bien sûr. Et donc voilà, on a aussi accueilli le festival, le PP Festival aussi, c'est tout un symbole dans la culture, digitale pareil, du même. Donc voilà, ou des solo shows. On a en tout cas toute une programmation
assez intense. Donc ça, c'est pour la programmation culturelle. Et aussi, on a un programme de meet-up et de talk, donc voilà, qui commence en plus dès la semaine prochaine, des lundis et les mardis. Trop bien. Donc ça, il faut se référer au site avec des thématiques, soit sur le gaming, soit sur le marketing, le art et NFT. Enfin voilà, il y a toute une programmation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut venir pour justement écouter, parce qu'on a des panels très divers et donc voilà. Et on a une grande, comment dire, générosité sur l'information et du contenu qu'il faut venir chercher ici. Donc ça, c'est très important. Donc voilà. Ok, génial. Et on vient de mettre l'adresse du site, là, si vous voulez aller Ah, regarder. parfait, parce qu'il y a tout dans dessus, le il chat. y a tellement d'informations que... Donc Si voilà, vous voulez aller c'est voir, ma meilleure fiche, c'est le site. Hein. Donc, Et d'ailleurs, une petite anecdote que je voulais raconter. Alors, c'est une anecdote un peu perso, mais en fait, ça concerne la NFT Factory, donc je me permets de vous la partager. La première fois où je suis rentré dans la NFT Factory, je pense que c'était il y a 1 an et demi à peu près, un truc comme ça, un peu après l'ouverture. Et j'avais dans mes bras, donc je suis rentré seul avec dans les bras mon fils qui à l'époque avait, je pense, 8 mois. À 8 mois, il était capable de dire pas grand-chose, mais parmi les trucs qu'il était capable de dire, il était capable de dire toc toc quand il frappait à une porte. Et l'autre truc qu'il était capable de dire, c'est il avait un son qui était très caractéristique pour exprimer les choses qu'il trouvait belles. Donc c'est assez marrant. Hein. Mais donc il disait genre waouh. Et genre à chaque fois qu'on lui montrait un truc qui était beau, il disait ce truc-là. Genre quand un jour on lui a fait une cabane dans son lit et genre quand il l'a vu la première fois, c'était éclairé avec des lumières et tout, il a fait waouh. Enfin vraiment c'était hyper caractéristique comme ça. Et donc on rentre dans la NFT Factory. En fait c'est en revoyant le fond vert que tu viens de montrer que ça m'a rappelé cette anecdote. On rentre dedans et je l'ai dans les bras, il regarde partout autour de lui, il fait waouh. voilà. Bah, écoute, Vraiment, ça me fait très plaisir. Oui. Un enfant de 8 mois, quoi. J'étais en C'est mode. très bon signe. Je pense que nos grandes références, ce sont eux. Hein, donc, c'est parfait. Ouais. Donc, pour le fait. Mais c'est vrai que c'est une couleur. Moi, j'aime bien ça. En plus, c'est une couleur totem, la NFT Factory, ce vert, parce que de toute façon, si photographié ou comment dire, on reconnaît tout de suite le lieu. Et c'est aussi une couleur qui n'a jamais dérangé, en tout cas, n'est jamais rentrée en conflit avec les œuvres, parce que c'est pas évident. Quand on est un plasticien, la couleur de sa scénographie est importante. Et ça c'est un point auquel on y tient beaucoup. C'est à la fois les conditions d'exposition, parce que nos écrans sont de qualité telle qu'ils peuvent accueillir les NFT. On n'a pas de fil apparent on oublie en fait le support, donc ça c'est important aussi. Et on a cette couleur. Donc, qui renvoie parfaitement ce qu'il faut pour les. Donc ça, tu pourras le dire à ton fils. Hein, ça c'est important qu'il complète en fait son effet. Ouais, il faut bien qu'il ait l'info. Il va vouloir peindre sa chambre en vert maintenant, tu vas voir. Oui, bien sûr. Je vais lui donner le RAL. Je pourrais te donner le RAL avec plaisir. dans le chat. La référence, bien sûr. C'est très important. Du coup, je retourne un peu la question vers le chat et vers nos invités. Comment a évolué votre rapport au NFT au cours des dernières années dans le chat? Si vous voulez nous dire un peu, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez acheté? Qu'est-ce que vous en faites? Comment ça a évolué un peu c'est ça, votre rapport au NFT et comment vous voyez l'avenir par rapport à ça? Je vous laisse le temps de commenter dans le chat. Je vais poser la question à Ben, notre spécialiste NFT. Ton rapport. Écoutez, moi j'ai participé à des grosses collections de NFT. Je participe encore actuellement à une grosse collection de NFT. Mon avis, pour moi, c'est que ce qui va vraiment, vraiment marcher, décoller, enfin, c'est vrai qu'à l'époque, en décembre 2021, on pouvait gagner 15 millions d'euros comme ça, en sortant une collection réalisée en 2 heures. Maintenant, je pense que c'est un peu différent. Je pense vraiment qu'il faudra, pour ce qui va marcher, des assets dans la vie réelle, très clairement. Donc c'est vrai qu'actuellement, moi, je suis sur un projet qui permet de lier des parcelles de terrain d'Amazonie à des NFT, par exemple. Pour moi, ça, c'est cohérent. Et tu sais, avec les points carbone, ensuite, c'est pas un conseiller en investissement, hein, mais avec les points carbone, tu peux gagner de l'argent chaque année, etc. Ça, pour moi, c'est assez pertinent. Et c'est l'avenir. Ok. Et les autres, alors, il y a des gens qui ont arrêté
qui ont arrêté d'en acheter. Je vois, on a Vortex qui nous dit quoi? J'ai celui de 20 mints et j'ai créé des NFT chat-chien pour le fun. Alex, Daniel, vous avez des NFT? Vous en avez fait quoi? Ouais, j'en ai. Ouais. Et en fait, limite, Alex, je te laisse commencer, je finis après. Quels sont les NFT que tu as? Est-ce que tu as des NFT qui ne sont pas des immeubles? Oui, oui, moi, à l'époque, j'ai testé l'aventure. J'avais un ami qui avait du mal à s'intéresser aux crypto et grâce aux NFT, lui s'y est vraiment mis. Moi, je l'ai un peu suivi pendant quelques temps et puis bon, après, voilà, j'ai un peu laissé mes NFT de côté. J'ai pas vraiment véritablement fait quelque chose avec, mais oui, ça m'intéresse toujours. Enfin, je suis toujours un peu de loin tout ça. Ok. Et toi, Daniel? Moi, en fait, j'ai commencé à. Tu sais que j'ai une opinion assez particulière des NFT. Les NFT est un support et en fait, c'est un papier numérique. Donc, on peut mettre. En fait, on peut faire des milliers de choses avec les NFT. Et j'étais à NFT Factory samedi dernier, puisqu'il y avait la deuxième séance de dédicace à Paris. Donc, je remercie Elisa de Ah, m'avoir mais naturellement accueilli. avec plaisir, Daniel. On avait notre petite C'était table top, transparente. on était bien On comme était toujours. bien, on était bien, Mm. on était comme en vacances. Il y avait la Mm. grande table transparente où tu pouvais mettre la BD qui a naturellement une couleur assez chatoyante et pour la coup, on l'avait à travers la table, donc c'était génial. Moi, j'ai vraiment adoré. Et j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait parce que tu avais des gens qui rentraient, ils faisaient 5-6 mètres, tu sais, ils prenaient des photos en disant, regarde chérie, c'est là, ils sont cachés là. Tu sais, et puis ils avançaient un peu, puis ils repartaient. Et après, tu avais des courageux qui osaient visiter l'ensemble du lieu. Et en fait, je réalise que nonobstant toutes les technologies qu'on aura, nonobstant toutes les merveilles qu'on aura, on est profondément humain. Et le fait d'avoir un lieu, donc un lieu qui reprend les codes de c'est un écran où tu as, on dirait un cadre de toile, et en l'occurrence, tu as l'œuvre, et on explique, et il y a le silence particulier de ce genre d'endroit, mais en même temps, il y a une ambiance très moderne, fait que ça ancre dans le réel cette culture-là. Il y a la cryptoculture du NFT plutôt artistique. Il y avait Sébastien Gouspillou qui était passé, on a fait une photo devant l'œuvre derrière l'œuvre à moitié de Pascal Boyard parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, je salue s'il a la chance, s'il nous écoute. Et en fait, c'est ça qui est vraiment formidable, c'est que le lieu rend plus matériel et par conséquent plus accessible. Et moi, mon rapport au NFT, c'est que, comme vous savez que certains savent, j'ai une assez mauvaise mémoire. Et en fait, les NFT, pour moi, sont des aides-mémoires. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui lance un truc, 20 minutes, machin et tout, j'achète le NFT parce que j'ai envie de l'avoir, mais c'est surtout pour m'en souvenir. Pour me dire, ah, tiens, c'est comme, c'est de la collectionnite. Hein, c'est comme tu vas en vacances, tu vas acheter des cartes postales, tu vas acheter des souvenirs. Pour moi, le NFT est profondément associé à une forme de souvenir numérique. C'est mes cartes postales à moi. J'ai déménagé plein de fois dans ma vie, donc je ne supporte plus avoir des grands cartons remplis d'objets, de souvenirs, quand bien même je les adore, et j'adore la notion de souvenir. Et c'est comme ça qu'on avait illustré le petit marque-page qu'on avait mis dans la bande dessinée. Donc on distribuait des NFT gratuits à NFT Factory. Il faut le dire quand même à un moment donné. C'est vrai. Ceci n'est pas un objet de spéculation Il et il n'a pas financé le Hamas. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant avec, c'est qu'il y a un code barre unique à l'intérieur qui fait qu'en fait, les gens pouvaient avoir des petits pops. Et comme ça, ils disaient, ah j'ai été à NFT Factory, j'ai été à la séance de dédicace. Et c'est ça aussi qui est beau dans le NFT, c'est qu'en fait, à mon sens, à terme, déjà, ça sera comme à une époque, on oubliera de dire NFT, on dira, voilà, c'est un objet numérique. Les objets numériques feront partie de notre quotidien et ils seront des souvenirs, ils seront des supports légaux pour de la tokenisation de choses, ils seront naturellement des supports pour l'art. Et en fait, je ne sais pas comment vous le dire, mais l'humain crée des outils qui le transcendent. Le NFT transcende une manière de notre rapport à la mémoire et au numérique. Donc voilà. Et merci Daniel d'insister sur le. Pardon, merci beaucoup en tout cas parce que d'insister sur le fait qu'il y a la présence en fait de venir et à la rencontre de ces lieux dédiés, ça c'est important. Il y a un aspect sacré dans ce lieu, il y a un aspect solennel que j'adore dans la NFT Factory. Et qu'effectivement le terme NFT va tendre à disparaître parce que ça reste un outil. En revanche, tout l'art et les utilités, c'est ça qu'il va falloir mettre en lumière et qu'on utilise nous au quotidien. Donc,
Tout à fait. Tu as ton micro qui frotte un tout petit peu, je pense, Elisa. Ah oui, c'est moi qui frotte. Ouais. Là, voilà. J'essaie de plus bouger. Immobile. C'est pas facile. C'est dur, c'est dur. Mm. Ok, bon bah trop bien. Bon bah, en tout cas ça fait plaisir de voir qu'effectivement il y a plein d'expériences différentes qui sont faites là par les uns par les autres. Moi pour la petite histoire, j'ai des NFT qui ont été qui sont sur Unique qui est une parachain qui est liée à Polkadot, voilà pour la petite histoire. Là où j'ai stocké mes NFT. On a Alex avec nous qui du coup a aussi le bon goût d'être un ancien d'Alira. Décidément, vous êtes partout. Et qui travaille aujourd'hui pour Realty. Alors tout à l'heure, tu nous as précisé que Realty, c'était cette entreprise qui tokenise de l'immobilier. Donc l'idée, c'est d'amener des parts de biens immobiliers sur la blockchain et ensuite de pouvoir les acheter, les vendre, les échanger. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne? Déjà, vu qu'on vient du sujet des NFT, est-ce que c'est des NFT ou pas? Sachant qu'on discutait un peu tout à l'heure en se disant, en fait, c'est pas des ERC 721. Donc là, je fais un coucou aux gens qui sont un peu plus techniques dans le chat et qui savent ce que c'est. C'est des ERC 20 plutôt. Mais du coup, est-ce que c'est des NFT ou pas? Question quasi philosophique. Ah non, ouais, nos Real tokens sont des ERC20 qui ont la particularité de pouvoir être quand même enfin, on a un certain contrôle sur ces tokens, notamment pour des raisons légales, du fait que les actions tokenisées sont des valeurs mobilières. On est obligé légalement de pouvoir avoir un certain contrôle sur ces tokens. Mais non, ce ne sont pas des NFT. Par contre, en parlant de NFT, par exemple, il y a quelque temps, on a une propriété qu'on a tokenisée, elle a été acquérie au moyen de l'achat d'un NFT. Et c'est la transaction sur la blockchain qui a permis de valider à Realty d'acquérir cette propriété qui ensuite a été tokenisée sous forme de RC20 auprès de nos utilisateurs. Ok, trop bien. Comment ça se présente du coup pour un utilisateur qui voudrait investir, acheter du Realty? Comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permet? Eh ben, tout d'abord, l'utilisateur, bon, ça serait sur la plateforme, passer le KYC. Et une fois que ces étapes sont franchies, on peut le whitelister à l'occasion de ses différents achats pour qu'il puisse recevoir les tokens qu'il commande directement sur son adresse Ethereum ou Gnosis Chain, pardon. C'est les deux blockchains sur lesquelles on opère. Voilà. Ok. Donc, une fois que ces étapes passées, derrière, l'utilisateur a accès à ces tokens sur son adresse et peut même a même accès à la finance décentralisée avec deux protocoles qui ont été montés autour de Real Token. Ok, trop bien. Alors, juste avant de parler de ces tokens-là, comme apparemment les gens du chat ont une question, ils demandent si c'est obligé le KYC. Est-ce qu'on peut détenir du Real Token sans être doxé ou pas? Non, le KYC est absolument obligatoire. Ok. Parce qu'en fait, on détient des valeurs mobilières. Enfin, on parle d'un actif du monde réel, entre guillemets. Et donc, Exactement. c'est comme quand tu es actionnaire dans une société, quoi. On a besoin de savoir qui t'es, en fait. Exactement. Et finalement, l'utilisation de la blockchain, c'est un support différent du support traditionnel. Mais voilà, il faut comprendre que voilà, nos tokens sont avant tout des securities. Ok. Et donc des securities, hein, pour les gens dans le chat qui n'ont pas le mot en tête, securities, ça veut dire titre financier dans la classification américaine, hein, globalement. C'est ça, hein, Alex, d'accord. Ok. Du coup, tu disais que ça s'intègre avec des protocoles DeFi. Comment ça marche, ces protocoles DeFi? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai mes Realty, je vais sur le site realty.co. J'achète une fraction de propriété. Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais de mes tokens? Eh ben, il y a la possibilité d'utiliser le RMM, qui est une technologie basée sur AAV,
où concrètement, au lieu de mettre en garantie des ETH ou des BTC, etc., sur ce protocole-là, on dépose ces real tokens et derrière, on peut pouvoir emprunter de la liquidité. Ok, donc tu peux les utiliser comme un collatéral en fait. Donc tu vas dire, ok, exactement. Je dépose 100 000 de valeur et j'emprunte, je ne connais pas les taux de collatéralisation, mais j'emprunte 80 000 ou 70 000 de valeur, quoi. Exactement. Et donc là, la version actuelle, c'est la version qui est basée sur AAVV2. Et nous sommes actuellement en train de préparer la sortie de la version 3. On est en phase de test avec des testeurs. On est en train de tout vérifier. Derrière, on a un audit à faire parce qu'on a quelques modifications dans le code qui différencient de la technologie d'AV. Et on espère pouvoir sortir ce RMM V3, on l'espère, le début de l'année prochaine. Ok, trop bien. Génial. J'ai Widge qui demande quelle est la différence entre Asset Valuation et Total Investment. Je suis pas sûr de comprendre la question, j'avoue, mais peut-être si... Ouais, je pense qu'il fait référence aux termes qui sont présentés sur chaque page de propriété. Ouais. Le Total Investment, c'est le montant, la valeur de la propriété plus tout ce qui a été provisionné autour, de mémoire. Et le Asset Valuation, je crois que c'est le montant de la réévaluation une fois qu'une réévaluation a été faite. Mais bon, je n'ai pas les éléments sous les yeux, je ne veux pas trop m'avancer. Après, si cette personne veut venir sur notre community call ou quoi pour nous préciser la question, je pourrais répondre plus précisément. Ok. Tiens, je vais check. Ça se présente. Oui, et aussi quand même une autre chose que je voulais préciser, c'est que l'autre protocole sur la blockchain qui peut être utilisé, c'est le YAM. C'est une plateforme qui permet en fait de revendre ces tokens, de créer une offre et de pouvoir sortir du marché très facilement et surtout sans frais. Ok, donc ça c'est un protocole qui permet d'apporter de la liquidité, finalement, une forme de marché secondaire, c'est ça? Voilà, exactement. C'est un marché secondaire et alors il repose pas, c'est pas un DEX, il repose pas sur des pools de liquidité. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est inspiré de Swapcat, qui est un marché secondaire d'échange peer-to-peer. Ok. Ok, super. Et la particularité de notre version, c'est que celle-ci, on peut publier uniquement des real tokens dessus, chose qui n'était pas le cas sur Swapcat et personne mal attentionnée pouvait vendre des faux real tokens entre guillemets dessus à l'époque. Ok. Ok. Moi, j'ai quand même une question. On a Brasil qui nous dit une démo. Alors, vous voulez une démo de quoi, Basile, exactement? Moi, j'ai une question pour toi quand même qui est, honnêtement, les rendements que vous affichez. Alors, encore une fois, là on parle d'immobilier, d'investissement, donc ça commence à devenir dur de dire la phrase que je vais dire, mais je vais la dire quand même. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. On présente un produit blockchain, un protocole blockchain. Il y a des rendements, il y a des valeurs, il y a machin, on en parle, mais évidemment, prenez vos décisions en votre âme et conscience, et je ne vous recommande rien. Mais néanmoins, on est à chaque fois sur des taux sur des revenus qui sont quand même dans la fourchette haute de ce qu'on voit dans l'immobilier. On est à 10% sur beaucoup de propriétés. Moi, je pense que sur celle que j'avais prise, on est là, j'étais même à 15%. Comment vous faites pour avoir des rendements qui sont systématiquement comme ça dans le haut de la... Ouais, c'est ça, 15%. Pour avoir des rendements qui sont systématiquement dans le haut des braquettes comme ça? Le rendement, il n'y a pas de secret, il vient uniquement de l'immobilier. Après, voilà, les rendements qu'on peut avoir en Europe sont pas les mêmes aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un grand marché et
chaque localité a un peu sa spécificité. Donc voilà, avoir du 9-10% aux États-Unis, enfin en tout cas dans les régions où on opère, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Bien souvent, quand on fait l'acquisition d'un bien, il y a déjà des locataires en place. Il n'y a même pas de réévaluation quand on récupère le bien. C'est le loyer qui était déjà en place avant que Realty achète le bien. Donc, c'est vraiment lié voilà, au marché local. Après, voilà, aussi, la plupart des propriétés, ce sont des propriétés de classe C. Ce sont à peu près les yields qu'on peut avoir. Sur les propriétés de classe B, on va plus être autour de entre 5 et 7%. Et sur de la classe A, aux États-Unis, qu'on ne fait pas. On ne fait pas de classe A pour le moment, mais là, les rentabilités seraient, je ne sais pas, de 1, 2 ou 3% peut-être. Classe C, c'est quoi? C'est des propriétés qui sont en périphérie des villes avec des rendements plus élevés, qui ont une valeur patrimoniale plus basse. C'est ça, classe C? C'est plus ou moins, ouais, on peut le retranscrire comme ça, ouais, exactement. Ok. Fortas qui demande, on peut aller voir les maisons quand on possède une part, faire une nuit dans l'année. À mon avis, a priori, il y a des gens dedans. Enfin, c'est le lieu de vie. Non, voilà, exactement, il y a des locataires qui vivent, qui n'ont absolument aucun lien avec direct, je veux dire, avec Realty. Donc, passez devant si vous voulez, mais n'allez pas déranger les locataires, s'il vous plaît. Ça vous arrivez, ce bout de mur là, il est à moi. Un peu bizarre comme démarche quand même. Et alors, sur le marché français, est-ce qu'on a des choses qui existent ou est-ce qu'on est obligé d'aller aux États-Unis si on veut s'exposer à ce type d'investissement et de produits financiers? Alors, le modèle tel qu'il est proposé aux États-Unis, il est assez difficilement enfin, c'est difficile de retranscrire en France pour les mêmes mécanismes, notamment par rapport à des frais d'enregistrement lorsque les tokens sont vendus de main en main. Donc voilà, le poids de ces frais d'enregistrement rend pas forcément viable le modèle sous cette forme-là. Après, on voit en France et en Europe, on commence à avoir des acteurs qui sont sur un modèle d'obligation. C'est vraiment ce qui est en train, enfin, en tout cas nous, c'est ce qu'on constate en ce moment. Donc voilà, donc c'est pas exactement, ça repose pas sur le même mécanisme. Sur de l'obligataire, bien souvent, on est sur un rendement fixe. Alors que là, en tout cas sur le marché américain, la rentabilité est variable en fonction de si le locataire est présent ou absent dans le logement. Donc, c'est-à-dire que tu finances ta société, plutôt que de la financer avec du capital, tu la finances avec des obligations qui ensuite te payent un prix fixe. C'est des obligations dont le capital n'est jamais remboursé, j'imagine, c'est ça? Ouais, alors je ne sais pas exactement comment c'est mis en place dans le détail chez les acteurs déjà présents sur le marché français, mais de ce que j'ai compris, c'est que oui, avec une obligation, on n'est pas totalement propriétaire du token que l'on achète. Okay. Mais je suis pas expert en la matière sur ces spécificités légales, donc je préfère pas trop vous dire de bêtises. Ok, bon. Hyper chouette. Enfin, vous avez des actualités, vous avez des actualités en ce moment sur. Du coup, tu disais l'année prochaine, on a la version 3 qui sort sur AAV, c'est ça? Ouais, le RMM V3 exactement. Ok. On a ça. On a aussi là travaillé ces derniers mois aussi sur le bridge, un bridge dédié au Real Token qui permet de basculer ces tokens de Ethereum à Gnosis Chain ou de Gnosis Chain à Ethereum. Donc pareil, on est dans les dernières phases d'audit pour cette solution-là qu'on espère sortir prochainement. Voilà à peu près notre actualité. On a une volonté aussi d'arriver sur la France et l'Europe. Pareil, c'est des choses qui vont arriver très prochainement. Toujours voilà des petits ajustements, des petites découvertes réglementaires qui repoussent un peu la sortie, mais c'est des choses qui vont arriver prochainement. Ok. On nous demande
Est-ce qu'il y a une gestion par notaire, avocat de l'équivalence part de maison ERC20? Ah oui. Y En a-t-il gros, je une pense que la question, c'est comment tu fais pour assurer que le RC20 que tu détiens représente vraiment une part de la maison et vaut vraiment quelque chose? Comment tu assures, je retranscris un peu la question, mais à mon avis, c'est ça de Vortas. Comment tu fais pour assurer que le sous-jacent et le RC20 que tu détiens, finalement, ils sont bien collés, quoi. Eh ben, en fait, à Tout à chaque fait ça. propriété, on édite des documents légaux, notamment le PPM aux États-Unis, voilà, qui permet d'assurer que le détenteur du token devient de fait propriétaire d'une part de la société qui détient le bien immobilier. Hmm. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur achète un nouveau Real Token, il doit signer ce document qui lui est ensuite remis. Et après, derrière, une fois qu'une personne est, entre guillemets, whitelistée sur une propriété, derrière, elle peut revendre à n'importe quelle autre personne sur le marché secondaire qui est déjà whitelistée, sans Ok. avoir à repasser par des documents légaux. Yes, d'accord, ok. Et c'est vous qui gérez toute la paperasserie légale derrière, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Mais en fait, à partir du moment où une personne est enregistrée sur une propriété, il n'y a plus de nouveaux papiers, entre guillemets, à faire. D'accord. Et là, j'ai vu les frais, je ne vois pas trop l'intérêt pour ETH. Alors, j'imagine que c'est la question, ça doit être de récupérer, de récupérer, Oui, sur Ethereum, c'est ça le fond de la question, Basile? je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, au tout début, Realty opérait uniquement sur Ethereum. Donc, on a un certain nombre de clients qui ont des tokens sur Ethereum. Et le bridge va forcément être beaucoup plus utilisé pour basculer de Ethereum vers Gnosis Chain que l'inverse. Absolument. C'est ça. Et du coup, sur Gnosis Chain, hein, vous avez des frais qui sont infinitésimaux Qui ou sont inexistants. vraiment, ouais. Et du coup, là, Avec par exemple, $1, $1, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de transactions. voilà, je vous affiche du coup toujours le truc que j'ai acheté il y a 2 ans. Donc, en préparant l'émission, je me suis rendu compte effectivement qu'il y a 2 ans, j'avais acquis ce morceau, surtout plus pour l'expérience que pour autre chose. Mais effectivement, hein, promesse tenue, quoi. Toutes les semaines depuis 2 ans, j'ai mon petit versement de 15 centimes d'USDC. Attention. Ça Et, rigole pas. c'est millimétrique, hein, il faut bien l'admettre. Tous les lundis. C'est ça. Donc, non, très, très cool. 15 centimes. Et ouais, attention, Vortas, ça plaisante pas, hein. Tchoum, tchoum, tchoum. Est-ce que c'est des choses que vous avez regardées un peu de votre côté, Daniel, Ben ou même Elisa? Non, moi, bah, limite, je sais la parole. Elisa, est-ce que tu connaissais bien déjà Realty? Est-ce que vous en parlez souvent de votre côté? Oui, alors nous, c'est des sujets forcément, dès qu'il y a un cas d'usage, forcément, et dans les domaines tels que l'immobilier, parce on est sans cesse, on met tout dans les cases ici, heureusement, parce qu'il y a des secteurs justement qui sont ciblés assez particuliers, donc forcément, on référence des acteurs comme Realty, c'est certain. Voilà, après, c'est vraiment à l'utilisation, aux besoins de chacun. Je pense qu'il faut jamais perdre de vue que il faut pas se dire j'y vais parce que c'est une nouvelle technologie. Il faut toujours, et ça c'est pareil en art, hein, ou pareil pour un artiste quand il va authentifier son œuvre, et pareil en immobilier, c'est vraiment en fonction du besoin qu'on a à un temps donné en termes d'immobilier, en termes d'investissement. Donc voilà, et je souhaite qu'on arrive justement à oublier la finalité et qu'on aille parce que le besoin et parce que ça répond à un besoin et que techniquement ça fonctionne, quoi. Donc oui, bien sûr, on observe et on suit. Et toi, Ben, t'as un truc que t'as un peu regardé? Rapidement là, mais je ne vais pas pouvoir vous aider des masses pour le coup. Ouais, Realty, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un projet en fait qui est relativement connu dans l'écosystème. Il est souvent mis en avant.
comme un des cas d'usage de tokenisation qui fonctionne bien. Enfin, en plus, tu l'as montré, Jérémy, tu achètes ton token et puis tu as les sous qui tombent et tu as un KYC à faire, tu as un minimum de choses à faire. Mais essayer dans le monde juridique ordinaire d'avoir la part d'une propriété immobilière, je vous assure que c'est un peu plus compliqué. Et c'est ça qui est un paradoxe qui est assez fort dans ce qu'on voyage au quotidien, c'est qu'en fait on dit la blockchain c'est compliqué. Je dis je vous assure, installer un MetaMask c'est compliqué, ouvrir un compte bancaire c'est un peu plus délicat. C'est-à-dire que ça simplifie aussi beaucoup de choses auprès de l'utilisateur. Et c'est ce qui pour moi me donne une véritable confiance pour l'avenir, quoi. Parce que finalement, quand tu regardes bien, une fois qu'on a mis un peu la main dedans, une fois qu'on a une fois qu'on est dans la piscine, après le oula, c'est froid, on est bien, quoi. Ouais, On comprend à utiliser les choses. Moi, mon père, il a une Ledger et il jette pas par la fenêtre. Hein. Il y a un moment donné, il est pas tout jeune. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, il y a des cas d'usage. On peut, par exemple, il y a une question qui a été posée tout à l'heure que je trouve très sympathique, hein, qui est de dire, voilà, est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage des NFT? Alors, je vous donnais un principe. Tout cas d'usage de choses qui se met sur un bout de papier peut être fait sur un NFT. Un NFT, c'est un support de papier numérique. Bon, est-ce qu'il y a des cas d'usage avec des bouts de papier? Oui. Donc, pareil, il y a des cas d'usage avec le NFT. Moi, je serais pas du tout surpris que demain, mon billet d'avion soit un NFT qui soit burné quand je suis embarqué. Il y a pas de, par exemple, il y a un cas Honest qu'on a reçu en talk il y a quelques temps déjà, qui était un cas qui, moi, me tient à cœur parce qu'il s'avère que je commande pas mal de choses. C'est le classique du livreur qui vous dit « Ah bah non, mais moi, j'ai déposé le colis. Hein. » Ou la personne qui est de mauvaise foi aussi « Ah bah non, mais moi, j'ai rien reçu. » Enfin, vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde où on est incapable de marquer quelque part sur Terre que le colis a bien été reçu. Enfin, c'est les deux êtres humains ont reçu un colis. On ne sait pas actuellement sacraliser ça quelque part. Parce que le gribouillis qui est fait par vous quand vous recevez le colis, le livreur peut le faire aussi, hein, en disant regardez, il a gribouillé. Hein. Bon. Donc, d'une certaine façon, il propose une solution qui est merveilleuse, c'est que tu as une application et tu te fais livrer par cette application-là. Et en fait, le livreur doit scanner en fait l'application et pour le coup, il y a un NFT qui représente la responsabilité du colis qui est transféré et il y a zéro prise de tête. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça passe un peu sous les radars, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal d'entreprises. Il y a Métro, il y a Cdiscount, il y a SNCF, il y a Decathlon, il y a Bouygues, il y a Saint-Laurent-Paris qui utilisent cette technologie-là. Et en fait, elle résout un vrai pain point qui est tout con, et pourtant, c'est un NFT. Et le NFT représente juste la marchandise qui possède le NFT en a la détention. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, les cas d'usage, c'est tout ce qui est sur un bout de papier. Allez, amusez-vous avec ça. Vous avez 2 heures. Faites un projet chez Alire avec. Est-ce que vous avez des questions dans le chat pour Alex ou pour Elisa d'ailleurs hein, sur l'avenir des NFT, sur Realty, sur les cas d'usage qu'on va pouvoir voir venir mais effectivement, je pense que comme l'a très très bien résumé Daniel, le NFT, on peut le voir comme un morceau de papier inscrit dans la blockchain et donc qui hérite de toutes les propriétés de la blockchain, l'inaliénabilité, le fait qu'il est horodaté de manière certaine. Impeccable. Et ça, vous allez le retrouver nulle part ailleurs. En fait. Vous êtes obligé, enfin, il n'y a aucune autre technologie que la blockchain qui permet de faire ça d'une manière aussi fiable. Et donc, effectivement, je pense que c'est amené à se démocratiser à plein d'endroits différents, dans l'immobilier aux États-Unis, mais j'ai envie d'ajouter, mais pas que, quoi. Qu'est-ce que. On proposait tout à l'heure quelqu'un demandait tout à l'heure de faire une démo de YAM. Est-ce que tu te sens de te lancer à chaud sur une démo de YAM, Alex, ou sans préparation? Ouais, j'ai pas d'adresse très prête pour présenter, je veux dire, l'adresse blockchain. Je peux éventuellement aller dessus. Attends, je vais essayer de faire quelque chose, mais Il faut être connecté, j'ai l'impression, dessus pour avoir vraiment un truc montrable. ouais. Bon, si tu n'as pas d'adresse prête, moi c'est pareil, je regardais rapidement, mais en fait, le temps de sortir la ledger, de me connecter, etc. Je vais peut-être montrer une vue ou deux, mais Tu peux partager ton écran en bas là.
En attendant, Ouais, je peux donner mes horaires d'ouverture, si ça peut faire une Carrément, petite vas-y, envoie. transition. C'est Quelle l'occasion. quelle est la prochaine expo? Voilà, allons-y. Ben voilà, et c'est l'idée. En tout cas, nous, on est vraiment ouvert au public du mercredi au samedi, de 13h à 19h. Voilà, et le samedi, en plus, on peut prendre vraiment toutes les questions. Enfin, on peut très facilement aussi de rencontrer les équipes, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Donc, on est Voilà. d'accord, hein, pour les personnes qui y sont jamais allées, quand vous entrez dans la NFT Factory, c'est, j'allais dire, c'est presque comme une galerie d'art. C'est une galerie d'art augmentée. C'est une galerie galerie d'art digitale. Ah oui, complètement. Oui, bien sûr. C'est vraiment une galerie d'art. C'est le prisme d'entrée, c'est ça. C'est une galerie d'art digitale. Vraiment, il y a plus d'une cinquantaine d'expositions. Donc, et toutes les œuvres sont authentifiées par un NFT, mais c'est vraiment la part belle aux artistes digitaux. Hein. Et voilà. Et c'est surtout un lieu de rencontre grâce à tous ces événements pour rencontrer les communautés. Donc voilà, donc un lieu d'échange, donc un lieu d'apprentissage fatalement. Donc c'est important, ce lieu physique, oui, c'est quand même assez unique. Et donc il faut venir en face de Beaubourg. Ok, donc c'est en face de, c'est ça, quelqu'un posait la En question. face de c'est en face Beaubourg. de Beaubourg, Oui, 137 rue Saint-Martin, en face de Beaubourg. Donc à on Paris. est très contents. Voilà, un peu plus de 400 Ah, mètres carrés, donc dédié à Paris, oui. Ouais, je suis désolé, j'ai un petit souci avec mon truc. Je suis désolé, je vais prendre trop de temps pour pouvoir Pas de souci, pas de montrer souci, ça proprement. pas de souci. Il y a une ouverture prévue sur Lyon bientôt ou c'est une rumeur? Ah oui, alors pas tout de suite à Lyon, mais en tout cas, voilà, l'idéal, ça serait qu'à terme, effectivement, on puisse en ouvrir d'autres, mais complètement. Mais Lyon, en tout cas, et pour le train, c'est 2 heures, 2 heures, 2 Ah, heures et demie. on est assez. Axe Lyon-Paris, il peut se faire. Et une dernière question pour Daniel. Le NFT original de la Alice au pays des cryptos. Alors, vous savez que Alice au pays des cryptos est la BD qui a été écrite par notre cher directeur pédagogique. Est-ce qu'il y a une version NFT de cette couverture, Daniel? Non, moi je fais du NFT papier. C'est-à-dire que tu vois, la personne elle arrive et je redate le papier avec mon stylo. Non, alors il n'y a pas de version NFT. On a déjà le Pope qui est associé aux séances de dédicace. Qui est un morceau en fait pour la petite histoire, c'est un des morceaux en fait de la première couverture qui n'a pas été retenu, mais que j'avais adoré et pour le coup j'ai pas réussi à me détacher d'elle. Donc non, il n'y a pas de NFT qui est lié à Alice au pays des cryptos. Peut-être un jour, à un moment donné, je ferai ou peut-être pour la deuxième sortie. Déjà, il y a aussi un point qui est assez important. Une maison d'édition, on va dire, très ordinaire, a demandé à qu'on fasse une bande dessinée sur la crypto, ce qui est déjà une grande victoire dans le monde, on va dire, non crypto. Chaque chose en son temps. Je ménage mon effet au fur et à mesure du temps. Peut-être pour le deuxième tome. Tout à fait. Trop bien. Et je pense qu'on a fait le tour de ces deux sujets. Merci beaucoup à Alex et à Elisa d'être venus. Merci à vous. Ça fait plaisir de vous témoigner. revoir, en Merci. tout cas, d'être Mais là, tellement. Bah, dans on a changé. dans un même écran, Mais oui. Et comme pendant moi, les cours. voir nos apprenants et nos anciens apprenants qui changent le monde concrètement en bossant pour des projets blockchain, des protocoles blockchain, vraiment, c'est ce qui donne un sens à ce que je fais tous les jours. Donc, merci beaucoup à vous de Merci faire ce à que vous vous. faites et d'être ce que vous êtes. C'est gros Ouais, compliment. ça, c'est vraiment merci infiniment, Elisa Alex. Alors, on va inévitablement créer des jalousies, mais j'ai fait le calcul. Hein, même en utilisant tous les talks et toutes les chroniques, on n'a pas le temps de présenter tous ceux qui sortent et qui trouvent un poste à responsabilité dans l'écosystème. Donc, désolé, on n'a pas le temps de parler de tous ceux qui réussissent. Mais on vous aime tous. Mais on vous aime tous quand même. Voilà, déjà, voilà, que pas de jalousie. On vous aime tous très fort pareil. Tous les enfants sont aimés de la même manière. Mais effectivement, on n'a pas le temps de mettre en avant. On consacre nos efforts à fermer les gens et voilà, il faut bien s'occuper comme on peut. Donc, Voilà, on merci. pèse notre chance d'être là, d'ailleurs. Donc, merci. Voilà. Merci de nous avoir reçus. merci Euh, beaucoup. Si certains parmi vous qui nous regardez là tout de suite n'êtes pas déjà dans Alira, peut-être qu'il y en a encore quelques-uns assis au fond, je ne sais pas, à droite ou à gauche. Si vous souhaitez du coup rejoindre Alira, vous former à la blockchain, on a maintenant aussi des formations sur l'IA. Donc on forme des développeurs, des consultants,
des spécialistes en finance décentralisée sur tous ces secteurs. Notre prochaine promo, elle commence en janvier, de mémoire le 22 janvier. Tout à fait. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez aller voir sur le site alira.fr. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller formation pour vérifier que votre parcours correspond bien aux formations. On va vous annoncer aujourd'hui une nouvelle incroyable. Je pèse mes mots. Une nouvelle que j'attends depuis 2 ans. Donc, je ne vais pas l'annoncer tout de suite. Je vais juste la teaser. Et on l'annoncera sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, je pense, d'ici 2-3 heures. Voilà, je n'en dis pas plus, mais on a reçu quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Et toute l'équipe est très, très heureuse. Voilà, c'est un truc sur lequel on bosse depuis 2 ans. Donc, on l'annoncera sur les réseaux sociaux. Et si en attendant, vous voulez nous rejoindre pour la prochaine session du 22 septembre, du 22 janvier 2024 et faire partie des prochains professionnels qui rejoignent l'écosystème, alira.fr. Et merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été là et une très bonne fin de journée à vous. Bon appétit à ceux qui n'ont pas déjà. Merci. Au revoir. Salut. Merci. Au revoir.